Bonjour à tous et merci d'être là pour ne pas qu'on se sente seul avec Marc. Donc jusqu'à 10h30, on va écouter les cas cliniques de gastro. Vas-y Marc. Bonjour à toutes et tous les courageux du dimanche matin. Alors, on va ensemble voir de manière extrêmement clinique face à une situation qui est une situation très très générale, vous allez voir. Souvent, la première idée, on dit, est la bonne. Et pour avoir une première idée, il faut qu'on ait une anamnèse qui soit précise. Pour qu'on ait une anamnèse qui soit précise, et toujours, à chaque fois, on se dit, ne me dites pas le contraire, ah, si la mère m'avait dit ça, j'aurais peut-être pensé. Sauf que la mère, elle répond aux bonnes questions que vous vous posez. Autrement dit, l'idée, c'est pas de trouver le diagnostic, c'est à chaque fois de trouver la bonne question qui vont amener une réponse. C'est pas la bonne réponse puisque c'est la réponse de la mère ou du père. Et à partir de là, ça va vous orienter dans le diagnostic. Comme d'habitude, je fais en sorte de vous présenter des situations cliniques qui m'ont toutes posé problème, puisque je sais que vous êtes des pédiatres tout à fait, on va dire, pertinents et dans l'acuité diagnostique. Donc l'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Je n'ai pas de lien d'intérêt par rapport à ce que je vais vous dire. Et pour que on puisse faire parler la gastroentérologie comme de la médecine interne, on va faire, vous connaissez la chanson française Alouette. Voilà. Et ben on va faire pareil, Alouette. Et là, on va pas dire je te plumerai, mais on va faire et la tête, etc. Et on va voir un petit peu comme ça, en sachant que je vais essayer de vous surprendre. Un petit peu comme cet enfant, regardez la tête qu'il fait. Wow. Ok. Donc il y a une enfant qui vient et elle vient parce qu'elle a mal au ventre. Voilà, je l'examine. Quelle est la question qu'il faut poser à la mère? Donc là, Alouette, elle a dit ça se passe au niveau des cheveux. Hein. Donc la question qu'on lui pose, c'est est-ce qu'elle a l'habitude de manger un petit peu et qu'est-ce qu'elle a de la tricotillomanie et de la tricotillophagie? Ok, c'est la bonne, effectivement, question qu'il faut poser pour se retrouver devant une situation qui, parfois, en termes de plage d'alopécie, peut donner des situations comme ça. Euh, bon, on voit pas, peu importe, mais vous voyez aussi ici. Je ne sais pas pourquoi ça prend pas. Où là, on est dans une situation où l'enfant ne mange pas les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc vous voyez ici des plages qui sont des plages non pas de cheveux arrachés, mais de cheveux qui ne repoussent pas avec des plages d'alopécie qui sont multiples. Là, le diagnostic que vous faites, c'est une pelade. Donc vous voyez qu'en fonction de la réponse, vous avez, vous, des orientations différentes. Vous savez que si le cheveu est avec des situations de traumatisme arraché, c'est plutôt de la tricotillomanie. Si jamais le cheveu est coupé court, c'est plutôt une teigne. Et si jamais il est complètement ras, on est plutôt dans la pelade. Vous y êtes là. Alors, la pelade, et pour être interniste, comme vous le savez, la pelade, pendant longtemps, on mettait un peu de... Alors d'abord, on disait c'est nerveux. Vous vous rappelez de ça? C'est nerveux. Ah, c'est sûr que c'est nerveux, hein. Mais regardez, les enfants, ils sont quand même extrêmement impactés par la pelade. Et les parents aussi, bien évidemment. Et donc, après, on a dit qu'il faut mettre des corticoïdes locaux, voire des corticoïdes par voie générale. Vous êtes d'accord? Donc, vous ne pouvez pas ignorer, dans un grand pays en plein essor comme le Maroc,
qu'il y a un traitement extrêmement efficace contre la pelade, puisque maintenant on a bien mis en évidence le processus auto-inflammatoire avec, d'après une cascade, une molécule qui est de la famille ça s'appelle des anti-JAK, puisque c'est le JAK qui est le processus inflammatoire final. Eh bien, ce médicament s'appelle, son nom, c'est le Litfulo, c'est la ritlecitinib. C'est un médicament qu'on prend par la bouche et en 8-10 jours, les cheveux repoussent. C'est fantastique. Vous ne pouvez pas ignorer ce nouveau médicament puisque il a l'AMM dans les pelades que depuis l'année dernière. Et donc, c'est un médicament qui est extrêmement efficace. Vous avez déjà rencontré un problème de pelade? Vous connaissiez ce médicament? Vous avez bien fait de venir le dimanche matin. Donc ça, si vous n'avez pas ce médicament, il est au Maroc, hein, puisqu'on l'utilise dans d'autres situations. Mais si vous avez du mal, hein, il faut vous battre pour avoir ce médicament. Hein. Le coût, c'est le coût du médicament. En France, si on n'a pas la sécurité sociale, c'est 450 €. La boîte. Honnêtement, quand tu as un enfant qui a le, ou les mettre des corticoïdes, où au bout de 2-3 mois, tu n'es pas sûr que ça marche, et où l'enfant, il n'est pas dans une bonne situation, je pense que ça vaut le coup que les parents ils prennent même un emprunt hein, pour avoir ce médicament. Et puis peut-être que vous pouvez le négocier à moins, je ne sais pas. Hein. En tout cas, retenez le nom et connaissez-en l'indication. Toujours est-il que si on n'est pas dans une pelade, mais dans un trichobézoar que vous voyez ici que appendu au dôme du fundus, vous avez une boule de cheveux. Avec ici, sur un TOGD, on a l'impression que l'estomac est enceint d'un cheveu et d'une boule de cheveux. Parfois, les cheveux passent par le pylore, vous voyez le pylore là? Et donc vont plus bas. Il faut savoir que si on a un trichobézoar qui est important et qui gêne, parce que ces enfants, ils ont des maux de ventre, ils ont des carences martiales sévères, hein, si on veut faire une extraction, sachez que l'extraction endoscopique est extrêmement difficile, voire à éviter. Je vous raconte toujours ce qui m'est arrivé, à savoir, j'étais, on va dire, jeune praticien des hôpitaux, et il n'y avait pas encore de guideline précis par rapport au trichobézoar, et donc je me trouve devant cette touche de cheveux au bloc d'endoscopie, et donc je vais pour le retirer, j'essaye avec des pinces, j'arrive pas bien à le prendre, donc ce que je fais, c'est que je mets une pince à polypectomie, vous savez, c'est des pinces qui sont comme des anses, d'accord? Et avec l'anse à polypectomie, j'arrive à arracher et à prendre le cheveu. Et donc je prends la boule, mais la boule venait avec moi. Le cheveu était pas uniquement des petits morceaux, hein, mais était extrêmement important. Hein. Et donc je prends, sauf que au niveau du cardia, vous savez que c'est un muscle, hein, le sphincter inférieur, je tirais et la boule ne venait pas. Donc j'ai dit tant pis, je repose dans l'estomac et je veux retirer la pince à corps étranger pour dire j'y arrive pas. Sauf que la pince à corps étranger n'arrivait pas à s'en aller. Et donc je pouvais ni sortir, ni rentrer. Et je me suis retrouvé coincé avec l'endoscope qui était coincé dans l'enfant, avec la pince qui était coincée dans l'enfant, avec l'estomac. Et à ce moment-là, tout le monde me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis je suis jamais... Et donc j'ai dû appeler le chirurgien, mais comme le bloc opératoire chirurgical n'est pas au même étage, effectivement, j'ai dû, avec l'enfant qui était endormi, hein, descendre, aller voir pour que le chirurgien puisse faire sa section et retirer le morceau que vous voyez ici. Donc quand les trichobézoars sont importants, il est hors de question d'imaginer
de les enlever par endoscopie. C'est un acte chirurgical. Il faut que vous fassiez une gastrotomie. D'accord? Avec parfois des éléments qui sont importants et des trichobézoars qui peuvent aller parfois jusque dans le grêle, tant et si bien que ça a un nom quand le trichobézoar n'est pas uniquement gastrique, mais qui va dans l'intestin. Ça peut donner des invaginations intestinales, ça peut donner des pancréatites, le trichobézoar. Et c'est pas complètement anodin. Vous en verrez au moins une fois dans votre carrière si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc, quand on a un trichobézoar qui s'étend, on appelle ça le syndrome de Rapunzel. Et syndrome de Rapunzel, tout cas, j'ai dit, c'est qui le docteur Rapunzel qui, pour la première fois, a publié cet élément de trichobézoar qui est extensif. Et c'est là où c'est l'externe qui m'a donné le diagnostic, qui me dit, mais c'est pas un docteur Rapunzel, c'est Ray Pons. C'est-à-dire que, effectivement, dans le conte de Grimm, vous connaissez l'histoire de la princesse qui est en haut de la tour enfermée par la méchante sorcière, qui laisse ses cheveux pousser pour que le prince charmant puisse s'y attraper pour aller la rejoindre et l'honorer tout en haut de sa tour. Et donc le Ray Pond, c'est Rapunzel, et donc le syndrome de Rapunzel, c'est ce trichobézoar qui est extensif au niveau du grêle. Message numéro 1, une question, il y a une alopécie. Est-ce qu'on est dans une situation de pelade, de teigne, de trichobézoar? Et si jamais on est dans un trichobézoar, il faut faire une analyse sur l'évaluation de l'extension. Si jamais il est extensif, c'est une discussion médico-chirurgicale et non pas que médicale. Ok? Message suivant, avec un enfant, on me dit, il faut que tu ailles le voir en maternité parce que il mange pas bien. Je dis ok, et on me dit pas la situation clinique. Donc je vais le voir en maternité, dans le nouvel hôpital où je travaille, donc me perds un petit peu, à l'hôpital américain de Paris, et là, je me retrouve devant l'enfant, je me suis dit, il se moque de moi. Quel est ce problème? C'est pas qu'il mange pas, je dis, mais... et je dis à la mère, mais il est comme ça depuis combien de temps? Et la mère me dit, oui, il mange pas bien, il a été un petit peu gêné, et quand il y a eu l'accouchement, il a eu cet élément, mais le pédiatre de maternité m'a rassuré. Ah, je lui dis, ah ben, il se rassure bien, lui, hein. C'est là où on n'a pas les mêmes métiers. C'est quoi ce diagnostic? C'est pas un diagnostic gastro-entérologique du tout, hein. Mais bon, on est pédiatre un peu quand même. Oui, c'est une voix basse. Moi, je me suis dit, c'est un traumatisme. Je sais pas, il s'est fait une énucléation, il s'est fait... Donc, je vous présente les versions congénitales palpébrales. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une situation qui est en fait une situation anténatale. C'est pas un traumatisme obstétrical. Et donc, vous avez la paupière inférieure qui se tourne, s'éverse, et avec la situation de frottement, se retrouve dans cette situation de chémosis. Et donc, c'est une affection bénigne de diagnostic clinique. Ça peut être parfois bilatéral. Et le traitement est très conservateur. Vous mettez des larmes artificielles, un collyre antibiotique et parfois des collyres corticoïdes. Et vous avez la possibilité de remettre la paupière au bout d'une semaine. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ignorais ce diagnostic, donc j'ai dit, j'en fais profiter mes collègues. Toujours une situation clinique dans le nouvel hôpital où je travaille. Donc, et là, on me dit pareil, il mange pas bien. Il mange mal. Et là, bon, il y a un système. Vous voyez là ou pas? Ça s'appelle comment ça? Une boule. D'accord. Donc, il a la boule à l'oreille. Donc, quand on est dans une situation d'enchondrome, quelle est la question qu'il faut poser à la mère?
par rapport à l'alimentation, on peut, hein. C'est est-ce que vous trouvez qu'il est symétrique au niveau de la face? Et cet enfant, il avait une partie de l'autre côté de la face, et donc il avait comment dirais-je, une situation d'asymétrie au niveau de la face qui le faisait rentrer dans des microsomies crânio-faciales. Ça, c'est au majeur. Donc si vous avez un enfant qui a une oreille avec un petit enchondrome ou dans des situations beaucoup plus sévères, vous voyez ici, moi j'avais appris ça comme syndrome de Golden Hair. Maintenant, on ne dit plus ça, on dit les microsomies crânio-faciales avec un protocole national de soins. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces enfants-là, effectivement, avec l'asymétrie faciale, ont des difficultés alimentaires. Ok? Donc, en chondrome, il faut regarder si la face est identique de part et d'autre. On continue. Vous avez vu qu'à Alouette, hein, on a fait la tête, on a fait l'oreille. Maintenant, on va faire la langue. Oui. Ça dépend parce qu'au niveau de ces microsomies, il y a certains qui sont le premier, certains qui sont le deuxième et qui peuvent donner ces mêmes éléments de microsomie. Avant, on appelait ça ça fait partie du spectre oculo-auriculo-vertébral. Oui, exactement. Il a une tuméfaction prétragienne qui peut être isolée, mais si elle s'intègre dans quelque chose de plus global, il faut craindre ce syndrome-là. D'accord? On a fait la langue. Et la langue, vous avez une langue blanche. Manifestement, vous vous dites, il a 3 mois, il a la langue blanche. Certes, on est au mois d'avril, mais bon, si on était au mois de mai, on aurait dit c'est un muguet, ça porte bonheur. Alors, c'est quoi la question que vous posez à la maman face à un bébé qui a la langue blanche? Heure du dernier repas lacté, candidose mammaire, à tête de la face interne des joues, à tête de la face interne des lèvres. On pose les 4 questions. Pourquoi? Parce que s'il y a candidose au niveau des seins, ben effectivement, il peut y avoir des lésions au niveau de la langue. Parce que si on a des dépôts au niveau de la face interne des joues, des lèvres et du siège, on a un muguet authentique. Et il est certain que quand on a des lésions au niveau de la langue et qu'on n'a rien ni au niveau des lèvres ni au niveau de la joue, il s'agit très probablement de quelque chose d'autre que le muguet. Le muguet, ça touche toujours la langue et d'autres parties de la bouche. Et dans plus de 90% des cas, vous avez une atteinte du siège. Je vous rappelle que la caractéristique des dermites du siège candidosique, c'est l'atteinte des plis. Si vous n'avez pas d'atteinte des plis, ça n'est pas une candidose au niveau anopérinéal. D'accord? Je rappelle que dans les dermites du siège, quand on a des lésions limitées du siège, si c'est des plis, c'est candidose ou anite streptococcique, souvent associée à une balanite ou une vulvite. Si c'est des convexités, c'est les fameuses dermites irritatives de la couche ou l'eczéma de contact. D'accord? Le muguet, on le traite par mycostatine, vous êtes d'accord? Parfois, il résiste. Si jamais on a un muguet qui se prend comme pour les chansons de Claude François, ça s'en va et ça revient, vous la connaissez pas, celle-là, on n'est pas de la même, vous n'avez pas la ref. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un muguet qui revient? C'est fréquent d'avoir un muguet qui récidive. Vous faites un traitement, vous le faites sucer du jus de citron, vous dites, oh, ça va pas, ou bien vous prescrivez du fluconazole. Alors, les prélèvements, c'est toujours inutile parce qu'on retrouve ce qu'on cherche. Donc, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant au niveau des antifongiques, c'est de donner du triflucan. N'hésitez pas à donner du fluconazole chez les enfants qui ont un muguet résistant. C'est extrêmement efficace. Vous le faites pendant 1 semaine, il n'y a plus rien après. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Forgisone? Vous avez rien. Vous faites des bains de bouche. Et vous avez du triflucan.
Ça dépend. Alors le Dactarin, il est là. Miconazole. Alors le Dactarin, c'est bien, ça marche bien, mais le Dactarin, vous savez, c'est en gel. Et vous savez que le gel, on ne le donne pas aux enfants de moins de 4 mois pour éviter les fausses routes. Donc s'il a plus de 4 mois, le Dactarin, c'est très bien. S'il a moins, il faut attendre 4 mois alors. Effectivement. Effectivement. Mais si jamais vous prescrivez, même si, à part si vous faites le soin vous-même, peut-être les femmes et les hommes marocains sont plus intelligents, mais il y a eu 2 jurisprudences avec des prescriptions et on avait expliqué ce qui s'est passé et les parents ont porté plainte devant des fausses routes. On continue, on a fait la langue, etc. Là maintenant on fait les dents. Donc vous avez ici un dentiste qui m'envoie cet enfant et qui me dit il a un problème d'altération de l'émail dentaire. Je me fais ouvrir la bouche parce qu'il faut le faire. Mais quand je regarde la bouche, je ne suis pas tellement plus avancé que quand j'avais pas la bouche fermée, quoi. J'y connais rien. Vous voyez de l'altération de l'émail dentaire là, bon, j'ai envie de dire, ouais, c'est une carie, quoi. Alors, par rapport à ça, le dentiste dit c'est soit un reflux, soit une maladie cœliaque. Le dentiste. Moi, honnêtement, j'avais envie de dire shkoun, quoi. Alors la mère, elle me dit, mais faites pH métrie, etc., bilan. J'ai dit non, je lui donne des IPP. Ça m'embête de lui faire une pH métrie. Et je fais un bilan sous la pression, parce que là, j'ai changé de tropisme, hein, maintenant que je suis à l'hôpital, et aussi dans le privé. Quand on est dans le privé et que la mère a dit, je veux cet examen, faut être... il y en a 2 qui attendent, ils crient un peu, etc. Et à un moment, tu fais, ah, ok, voilà l'examen. C'est pas bien. J'ai pas le droit de le faire, mais je l'ai fait. Je fais une sérologie maladie cœliaque, elle revient supérieure à 128. Je fais des IgA anti-endomysium positifs. Maladie cœliaque sur des situations qui sont des situations d'altération de l'émail dentaire. Donc vous avez 2 types, soit une sorte de dépôt, comme vous voyez ici, au niveau des dents, soit vous avez ce qu'on appelle la ligne de Heine, vous savez, une ligne, on a l'impression qu'il a un appareil dentaire, c'est une strie qui est une strie transversale sur les dents. Et maladie cœliaque, vous en avez, bien sûr, beaucoup plus que nous. Et donc là, j'ai envoyé au dentiste une lettre en disant « Bravo pour le diagnostic que vous avez évoqué », et il m'a renvoyé un mail en me disant « C'est normal ». Voilà. Mais on a le droit, hein. Et donc le diagnostic de maladie cœliaque, vous le connaissez. J'ai suivi cet enfant avec maladie cœliaque et 6 mois après une mise en route d'un traitement qui était bien suivi par les parents, du moins c'est ce que la mère disait, hein, je refais les anticorps qui sont toujours positifs. Qu'est-ce que je pose comme question à la mère? Est-ce qu'il suit bien son régime? Est-ce qu'il n'y a pas du gluten caché? Vous savez que dans des formes sévères, on a parfois même des contaminations aériennes qui favorisent le taux d'anticorps qui monte. Et donc c'est parfois très très dur de faire descendre du taux des anticorps parce qu'il faut mettre toute la famille en régime. Ça arrive. Mais à votre avis, dans combien de pourcents des cas, chez un enfant qui a un régime qui est bien suivi, hein, au bout de 6 mois, il a encore les anticorps positifs? À votre avis, dans 2%, 5%, 10%, 25%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Vous voyez ici l'étude. Et on sait très bien que plus haut est le taux des anticorps initiaux, et plus difficile va être l'obtention des IgA antitransglutaminases au-dessous de la normale. Donc on sait très bien que pour
Pour les plus vieux d'entre nous qui faisaient des biopsies intestinales, avant on faisait 3 biopsies intestinales pour le diagnostic de maladie cœliaque. D'accord ? Eh bien on sait très bien que la restauration entérocytaire normale, elle est obtenue au bout de 18 mois. D'accord ? Et donc, redoser les anticorps trop tôt, ça n'a pas tellement d'impact en fait. Parce que vous ne pouvez pas asseoir un bon diagnostic avec des anticorps qui restent élevés, surtout si les anticorps initiaux étaient très importants. Ok ? Ça, c'est juste pour vous le montrer. Et dans les questions qu'on pose sur est-ce qu'ils mangent du gluten, souvent on cherche du gluten caché, et souvent on demande aux parents, et il faut le demander, est-ce que vous mangez ou est-ce qu'ils mangent des aliments avec des traces de gluten? Vous voyez sur les étiquettes parfois, traces de gluten. Est-ce que les traces de gluten sont acceptées dans la maladie cœliaque? Eh bien, pour vous donner un exemple, dans 500 mg de produits sans gluten, il y a quand même des traces de gluten. D'accord ? Et donc le sans gluten, c'est une situation où vous avez moins de 20 mg de gluten par kilo, et vous avez en fait plusieurs dénominations qui sont les sans gluten, les faibles teneurs en gluten et les traces de gluten. C'est écrit sur la plupart des aliments qui sont proposés. Et donc, la situation et le message d'aujourd'hui, c'est de savoir que dans les produits, si vous avez moins de 50 mg de gluten par gramme de produit, c'est bon. Et donc, si vous avez un produit dit sans gluten ou avec trace de gluten, ceci n'induit pas des lésions entérocytaires. Par contre, si vous avez plus de 50 mg et que vous avez des situations où il y a écrit faible teneur en gluten, ça, c'est des produits qui sont irritants. C'est clair ? Sur la maladie cœliaque, j'ai pas trop le temps parce qu'on est arrivé en retard, mais sachez, et je vous le dis avec force et conviction, que dans 10 ans, 10 ans c'est pas tellement, dans 10 ans, on guérira la maladie cœliaque. On la guérira, ça veut dire que les enfants mangeront normalement. 10 ans, pourquoi ? Parce que il nous faut du temps pour arriver à mettre au point ces médicaments. C'est des petites gélules qui arrivent quand on les mange avant le gluten à encapsuler les molécules de gluten. Vous avez un produit qui permet de diminuer l'espace inter-entérocytaire et donc vous allez avoir moins de passage des transglutaminases à travers la bordure entérocytaire. Vous avez la possibilité, il y a un médicament qui est en phase 3 qui est une enzyme qui coupe le gluten de telle sorte qu'il ne pourra plus engendrer la cascade inflammatoire sous-jacente. Vous avez un bloqueur du HLA-DQ quand on est DQ3, DQ8 et DQ2, DQ8, pardonnez-moi. Et puis vous avez encore ces anti-JAK qui sont des anti-inflammatoires et qui vous permettent d'éviter cette cascade inflammatoire qui est à l'origine de la maladie cœliaque. Donc, si on agit non pas sur 1, 2, 3, mais si on agit sur tous les sites, et qu'en plus, on propose un vaccin, le NextVax 2SC est un vaccin qui est en voie de commercialisation où on vaccine l'enfant, il va pouvoir manger du gluten. C'est un truc de fou quand même. Ok ? Donc je pense que s'il y a une conjonction de tout cela, eh bien, on pourra. C'est un congrès auquel on a assisté en fin d'année 2024, donc c'est très récent. Je pense que dans 10 ans, on pourra arriver, et il faut le dire à vos jeunes patients et aux jeunes mamans et aux jeunes papas qui ont des enfants qui ont une maladie cœliaque et qui sont atterrés que probablement, quand ils seront adolescents, voire adultes, ils pourront manger normalement.
au prix d'un traitement continu au long cours. Donc on va leur permettre de manger effectivement du gluten au prix d'un traitement au quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux un régime ou est-ce qu'il vaut mieux un médicament? Ça, c'est une discussion philosophique. Et on ne connaît pas les effets secondaires des médicaments, bien évidemment. Par contre, et on ne connaît pas le prix, bien sûr. Mais on connaît le coût d'un régime sans gluten. Vous savez qu'on a quand même 15% des adolescents qui sont déprimés quand ils ont une maladie cœliaque. 15%. Alors, ce chiffre va en décroissant parce que maintenant, c'est même à la mode de manger sans gluten. Ça fait chic. Et on leur dit oui, tu manges comme les grands sportifs ou les actrices de cinéma. Donc ça, c'est valorisant un peu. Mais il y a quand même des difficultés. Hein, parce que quand toute la classe va après une sortie au McDo, c'est compliqué. J'ai vu, hein, pour venir ici, on est passé devant 2 McDonald's quand même. Hein. Alors, on continue avec... vous vous demandez si à 10h30, on sera arrivé au bout d'Alouette, hein, mais vous avez vu que je suis arrivé dans le montage, hein, quand même. Bon, du coup, voilà, on m'a coupé la... Donc là, on a ce bébé qui vient, la mère me dit, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, et puis... Elle est hyper inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle dit que quand il pleure, il a la tête de travers. Là, je le vois à un moment où il ne pleure pas. Quelle question il faut poser à la mère quand les enfants ont une asymétrie faciale lors des pleurs? Alors, quelle question on pose? Parce qu'on ne le voit pas pleurer encore. C'est pour ça qu'elle vient. Voilà. Voilà. Donc la question qu'il faut poser, c'est est-ce que quand il pleure de travers, il a les yeux ouverts ou pas? Donc, ici, vous voyez que il n'a pas les yeux qui restent ouverts, il a les yeux qui se ferment. Et donc, comme l'a dit notre collègue, ça c'est une hypoplasie du triangulaire de la lèvre qui est c'est assez fréquent. C'est quelque chose qui s'arrange avec le temps et c'est quelque chose qui, au niveau génétique, est un analogue du catch22, c'est-à-dire du délection 22q11. Donc, parfois, il faut rechercher des associations malformatives avec ces enfants. On continue avec un enfant qui vomit en jet, etc. Et le médecin qui me l'adresse me dit... Il vomit tellement violemment, ça doit être une sténose du pylore. Sauf qu'il a 7 mois, l'enfant. 7 mois, qu'est-ce qui peut faire vomir avec des vomissements aussi importants et intenses qu'une sténose du pylore? Soit un syndrome d'hypertension intracrânienne, soit une intoxication endogène, endocrinienne, soit une intoxication exogène, puis l'enfant, elle devient toute blanche, elle se déshydrate rapidement. Et là, vous me voyez venir avec mon étiquette de gastropédiatre et avec la belle conférence. Il y a eu 2 fois où on a cité cette pathologie hier. Vous avez évidemment évoqué le diagnostic du syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Et la mère dit « Ah bon, vous pensez que c'est ça ?» Je dis « Oui, je pense que c'est ça. » Elle en avait les critères. Elle se déshydrate. Hein. Sur des vomissements, c'est quand même rare à 7 mois. Et elle me dit mais à quoi? Je lui dis écoutez, voilà dans les études. Alors j'ai pris pas les études françaises, j'ai pris les études marocaines. Et dans les études marocaines, voilà ce que vous avez comme situation. J'ai pris cette diapositive de notre collègue. Vous la saluerez de ma part. Et donc voilà les agents qui sont responsables. Et donc, effectivement, il faut absolument éviter le lait. Et puis après, il faut regarder en fonction quels sont les autres aliments qui sont éventuellement responsables de cette symptomatologie. Et je dis ça à la mère. Et la mère me dit « Ah, ok. » Donc, on lui avait posé la bonne question de savoir... à quoi c'était, ce c'est pas. Bon. Et le même enfant
Je la revois plus tard, un mois plus tard, avec, donc vous voyez, hein, elle aime sa mère. Et, je ne sais pas si vous voyez, une sorte d'impétigo, mais très très fort, sauf que elle a une érythrodermie en plus, très bon état général, pas de fièvre, pas de syndrome inflammatoire. Et ce qui me gêne avec l'impétigo surtout, c'est que des prélèvements ont été faits devant l'étendue et n'ont pas trouvé les 2 agents pathogènes de l'impétigo. Et puis surtout, c'est qu'on a mis des antibiotiques, ça a fait walou, rien. Et là, je me suis dit, il faut poser des bonnes questions. Au niveau du siège, elle a une situation, c'est rouge. Elle a les fesses toutes rouges. Pardon? Ah, ça pourrait de faire une acrodermatite, mais dans le zinc, il n'y a pas d'érythrodermie. Dans le zinc, il y a des lésions des extrémités, de la tête, des mains, des pieds, qui sont comme ça un peu desquamantes, tu as raison. Mais là, on a une érythrodermie qui est quasiment... on a l'impression qu'elle a attrapé un coup de soleil, hein, en plus de ces lésions-là. Est-ce que vous connaissez ça? Alors on pourrait dire syndrome d'activation mastocytaire, je suis d'accord. Et il se trouve que c'est le même enfant. C'est le même enfant, un mois plus tard. La question que j'ai posée, moi, bêtement, entre guillemets, hein, je lui ai dit, on avait l'impression qu'elle avait attrapé un impétigo sur un coup de soleil. Je lui ai dit, vous êtes parti en vacances? Elle m'a dit, oui, on revient du ski. Je lui ai dit, il a fait beau? Elle me dit, oui, il a fait beau. Je lui ai dit, bon. Et après, qu'est-ce que je fais? Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions, on cherche. Mais ça me fait plaisir que vous ne donniez pas tout de suite la réponse, hein, parce que elle m'a embêté. Hein. Elle est sous un régime d'exclusion des protéines de lait de vache. Elle a fait un syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Et donc, un mois plus tard, en enlevant le lait, puisque la mère jure qu'elle n'a pas repris du lait, elle fait une situation où, évidemment, il y a quelque chose avec le soleil. Hein, et donc, ça s'appelle réaction cutanée au soleil avec des desquamations. On appelle ça une photodermatose. Photodermatose, un mois après un CEPA. Si je vous pose la question, c'est qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce qu'a mangé cet enfant qui peut donner les deux? Est-ce que vous avez ce légume au Maroc? Je ne sais pas. C'est le pané. Vous connaissez le pané? Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne le faites pas bien, parce que j'ai vu pané cuisine marocaine, il y a tout plein de recettes. C'est un peu comme des navets, ouais. Ah, je ne connaissais pas la dénomination exacte. C'est des navets creux, il a raison. Et voilà, vous avez notre collègue qui a mangé des panés sans le savoir. Il y a Molière qui fait de la prose sans le savoir, et tu connais le pané sans le savoir, donc le nom en arabe, effectivement. Oui, voilà. En tout cas, il y a énormément en France de recettes, parce que on fait de plus en plus des recettes en France au topinambour, au brocoli, au pané, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, au Maroc, ça existe puisqu'il y a des recettes. J'ai vu ça hein, dans Google Maroc. Hein, j'ai travaillé avant de venir. Je ne suis pas venu en touriste. Hein. Voilà, c'est ça. Vas-y, dis-le alors. C'est dans le couscous. Ok. Donc, ne donnez pas de couscous au bébé de 8 mois, c'est ça? Toujours est-il que le pané donne aussi des syndromes d'entérocolite induits par les protéines alimentaires et donc est un agent de photodermatose, sachez-le. On continue. C'est possible. Il a le terrain. Elle a le terrain. On continue avec Alouette, avec une situation où cet enfant a un ulcère
de l'ogive antrale gastrique avec encore un bézoar qui n'est pas des cheveux, que j'ai du mal à extraire. Et en fait, c'est lors d'un interrogatoire précis, on a posé la bonne question à la mère. C'était quoi? Et c'est la petite qui a dit, moi, honnêtement, ce que je mange, et elle le disait en tétant sa bouche, elle dit, moi, ce que j'aime, c'est les kakis. Je lui dis quoi? Vous connaissez les kakis? Vous en avez au Maroc, les kakis? Donc les kakis, il ne faut pas en manger plus de 2 fois par semaine. Même si vous les éplez, d'accord? Si vous mangez la peau, encore plus. Même si vous les éplez, parce que c'est des fibres qui sont des fibres dures, qui sont éligibles à faire des bézoars. C'est tellement éligible qu'il y a un terme qui est consacré aux bézoars dus au kaki. Ça s'appelle les diospirobézoars. Voilà, donc, quand on va dans le jardin de notre collègue, on peut lui piquer des kakis, mais il faut les manger avec modération. Donc, et c'est assez amusant parce que dans les carnets de santé turcs, où ils mangent manifestement pas mal de kakis, il est écrit dans les carnets de santé ne pas manger des kakis plus de 2 fois par semaine, qui est la consommation qui évite d'avoir ce genre de soucis. On continue avec Alouette. Et là, vous avez 2 situations où le docteur junior, c'est-à-dire, vous savez, nous, en France, on a entre l'interne et le chef de clinique, on a un statut de médecin non différencié, on l'appelle junior. Bon, pourquoi pas. Moi, je connaissais que Vinicius, mais manifestement, il y a d'autres juniors. Et donc, ce médecin-là, il fait les astreintes d'endoscopie, et moi, je suis en backup. Alors, le backup, ça veut dire que quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il a une question, c'est comme si tu étais d'astreinte, hein. C'est pareil. Et donc, il m'appelle et il me dit, en m'envoyant à des heures indues sur mon téléphone, en m'envoyant, et il me dit, voilà, on m'appelle. Alors ici, c'était à Aulnay, ici, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, c'était 2 jours différents. Et ici, il me dit, voilà, il y a une ingestion, l'enfant est pas bien, et la mère se demande si elle n'a pas avalé des clous, des vis. Je dis, ah bon? Il me dit, est-ce qu'il faut que je les enlève? Je dis, de toute façon, c'est un peu bas là, hein. Et puis là, je lui dis, mais l'enfant est gêné. Et il me dit, pas tant que ça, mais quand même. Et il a avalé la fermeture éclair. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. La bonne question qu'on donne à ce docteur junior, c'est de dire, demande de refaire la radio, c'est un enfant qui est effectivement dénudé. Donc, regardez ça. Je vais demander de m'envoyer la photo après. Voilà, ça, voilà, c'était ça. Et là, c'était la fermeture éclair. Donc, quand on fait les radios avec des enfants qui sont habillés, il y a des projections. Et donc, effectivement, il fallait avoir cette idée. Celle-là, on va la faire vite. On n'a pas trop le temps. C a une cytolyse. Donc, il a 13 ans. Il est fatigué, pas de trouble digestif. Et comme il est fatigué, son médecin traitant lui dose les transaminases. Vous avez le résultat des transaminases ici. Il lui fait une écho hépatique normale. Et comme c'est normal, il dit il faut aller voir un hépato-gastro-entérologue. Et malheureusement, je suis dans sa mailing list. Qu'est-ce que vous en pensez? Un enfant de 13 ans qui va bien et qui a une cytolyse qui, comme vous voyez, est un petit peu dissociée. Qu'est-ce qu'il faut demander comme autre examen complémentaire? Surtout puisque c'est le thème, quelle est la question qu'il faut poser à l'enfant et à la mère? Prise de médicaments, ouais. Et encore? Pardon? À quoi tu penses? Non. Parce que c'est pas aussi... T'as pas une différence azotalate aussi importante.
Je l'ai entendu. Voilà. Est-ce que l'enfant fait de la gym? Ça, c'est du workout, gym tonique. D'accord? CPK 1320. Ok? Donc, il faut faire attention parce que il y a maintenant des, entre guillemets, des drogués du sport. C'est bien, hein? Mais il faut savoir qu'on peut véritablement se brûler avec des enzymes musculaires élevées. Je vous rappelle que la définition de la rhabdomyolyse est supérieure à 1000. Et on a beaucoup d'adolescents qui font de la gym de manière effrénée, soit à la salle, soit devant leur tablette pour essayer d'être aussi musclé que celui qui fait la démo. C'est surtout les garçons. Et donc, je reviens sur ce que tu disais effectivement. C'est quoi les autres élévations importantes des CPK? Vous avez la myosite aiguë virale, vous avez les myopathies bien sûr, vous avez donc l'exercice physique, et puis exceptionnellement, évidemment, des dermatomyosites. Mais attention, parce que qui dit rhabdomyolyse, hein, dit quand même risque rénal. Donc, il faut faire attention, et il faut, comme tout, hein, essayer de modérer l'ardeur de ces jeunes adolescents qui se brûlent les muscles de manière trop intense. Si vous voulez quelque chose de plus global, il y a un pas à pas sur l'élévation des enzymes musculaires. On continue avec Aldo, j'ai bien aimé son prénom. Il a des petits maux de ventre, il est un petit peu une petite jaunisse modérée. Il a un examen qui est complètement normal et on lui fait un bilan hépatique qui est complètement normal, si ce n'est qu'il a quand même une bilirubine totale élevée avec une bilirubine conjuguée normale. Donc il a un ictère à bilirubine libre dans un contexte qui est complètement normal. Il n'a pas d'anémie hémolytique. Quel diagnostic vous faites? Il a dit maladie de Gilbert. Donc le Crigler-Najjar, c'est effectivement quand on a un déficit complet de l'UGT1 à 1. Et alors ce qui est amusant dans cette maladie, donc je rappelle que c'est favorisé par le jeûne, la déshydratation, les règles et les infections. Il faut dire que de temps en temps, ils peuvent avoir des petits reflets jaunes, ces enfants-là. Et ce qui est important, c'est que quand ils sont jaunes et quand ils sont gênés par cette jaunisse, il faut savoir que tous les aliments crucifères accélèrent cette jaunisse. Et ceci a été vu. Vous savez qu'il y a plusieurs donc génotypes pour un phénotype Gilbert. Et on sait très bien que si on enlève, surtout si on est homozygote pour le gène dont je viens de vous parler, qu'on a une maladie de Gilbert homozygote, eh bien, s'ils sont en poussée, il faut éviter qu'ils mangent ces aliments crucifères que vous voyez ici. Ça leur évitera et ça leur fera perdre 5 micromoles de bilirubine, ce qui est toujours bon à prendre, puisque ce n'est qu'un problème esthétique. Vous le savez bien et vous savez raisonner face à cette situation. On continue avec une situation qui est une situation que je vous avais racontée il y a déjà quelques années, mais qui m'avait marqué. C'était cet enfant qui était très très ballonné. Un enfant qui est très très ballonné et il est vu par l'interne de garde après 3 heures d'attente, et l'interne de garde, quand il rentre dans le box d'examen, dit à la mère: « Wow, mais il est ballonné !» Et la mère dit: « Ben, ça fait 3 heures que je vous dis qu'il est ballonné. Et faites quelque chose. » Le père, très très pragmatique, dit: « Vous n'avez pas une petite aiguille pour le dégonfler ?» Alors l'interne, il ne sait pas quoi faire. Il est là, devant cet enfant qui n'a jamais été opéré, coup de tonnerre dans un ciel serein. Il a fait une gastro-entérite, et puis après, il s'est ballonné. Et manifestement, vous voyez qu'il a un sacré 3e secteur. Alors l'interne ne sait pas quoi faire. Il appelle son senior. Le senior, il dit: « Je suis occupé en maternité, je ne peux pas t'aider. Débrouille-toi, de toute façon, tu me gonfles avec tes ballonnements. »
sick, bon, harcèlement moral, manifestement. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il vient d'assister à une conférence que j'ai moi-même faite sur l'inutilité du toucher rectal. Donc, alors qu'il avait envie de lui mettre les doigts dans le derrière, et tout à coup, il a dit bon, peut-être pas. Bon, ça a évité des problèmes. Et puis, comme il est quand même très très ballonné, il appelle le chirurgien et il dit tu veux pas voir? Le chirurgien lui dit je sais pas, mais t'as fait un abdomen sans préparation, une bandelette urinaire. Alors, il fait la bandelette urinaire et il lui fait cet abdomen sans préparation qui montre quand même quelque chose. Donc il est ballonné avec un iléus paralytique. Et donc le chirurgien il arrive et puis il met la main sur le ventre et il dit la phrase que tous les médecins redoutent quand ils ont été aux urgences. Il dit le chirurgien c'est pas chirurgical. Ça c'est une manière de dire débrouille-toi. Et alors, l'interne, il est tout seul, quoi. Il est là, il n'a pas de docteur junior, il n'a pas de docteur senior, et il est seul au monde, avec cet enfant ballonné, avec le père qui veut qu'il lui mette une aiguille dans le ventre, la mère qui a des cheveux électrostatiques, elle est dans une coiffure désirless, voyage, tellement elle a les cheveux qui montent, et alors il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire, alors il a recours à... Comme il a manifestement une intelligence limitée, il a dit je vais voir l'intelligence artificielle. Et comme malheureusement on n'est pas à l'hôpital abonné à ChatGPT, il s'en remet à Google. Il s'en remet à Google et il tape toute son observation sur la barre de recherche Google. Ballonnement, nanana. Et là, il tombe en premier sur une maladie rare qu'il ignorait 2 minutes auparavant, qui s'appelle pseudo-obstruction intestinale chronique. Il dit waouh, c'est peut-être ça. Il est ballonné, il est occlus sans être occlus, il a des gaz sans avoir des gaz. Il y a peut-être ça. Alors il clique une deuxième fois. Et là, il a pour la première fois de sa vie l'acronyme en face des yeux. Il voit ce que ça veut dire POAC. Et il dit waouh, j'ai fait le diagnostic du POAC. Et là, le temps qu'il attend, etc., il est à peu près entre 1h et 2h du matin. Et là, il clique sur une troisième fois sur POAC. Et là, il voit médecin référent de l'association POAC en France. Et là, il clique encore. Et sur qui il tombe? Sur moi. Et la photo, elle date. J'en conviens. J'en conviens. Ils n'ont pas refait la plateforme. Voilà. Et donc, il dit, mais je le connais, parce qu'il y a mon 06 aux urgences. Il dit, mais je connais. Et là, à 2h du matin, j'ai quelqu'un qui est très, très sûr de lui, qui m'appelle et qui me dit, docteur Valéry, je suis confus de vous déranger, mais j'ai une forte suspicion de POAC aux urgences. Alors, je lui dis, mais je ne suis pas d'astreinte. Il me dit, je sais, mais comme vous êtes médecin référent de la POAC en France, j'aimerais que vous me donniez votre avis face à cette forte suspicion. Alors, je dis, mais de quoi il parle là? Et je lui dis, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, c'est assez simple en fait. Cet enfant, il a eu diarrhée, vomissement, et puis il a gonflé, et puis il a poiqué. C'est-à-dire qu'il avait inventé, à partir de l'acronyme, le verbe qui s'accordait avec ce sujet. Et donc, heureusement qu'il n'a pas fait l'imparfait du subjonctif, que je poicame, que vous poicassiez, qu'il poicasse. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et puis il s'énerve. Alors que c'était moi qui étais énervé. Hein. Il me dit, ben voilà, écoutez, docteur, ben voilà, c'est assez simple. Il a fait diarrhée, vomissement, puis ça a traîné, et puis pouac. Je lui dis, et puis là, je me réveille un peu, quoi. Et je lui dis, mais vous lui avez posé comme question. Et il dépose le deck, et il n'a pas eu le temps d'entendre la question que je voulais qu'il pose à la mère. Et donc il revient essoufflé. Il fait, non, la mère est formelle. Il n'y a pas de POAC dans la famille. Je dis, ça tombe mal, ce n'était pas la question que je voulais que tu poses. Alors, vous avez diarrhée, vomissement, ballonnement, et une pseudo-obstruction aiguë, hein, pas chronique, puisque là, c'est la première fois que ça lui arrive. Chez un enfant, coup de tonnerre dans un ciel serein. Avant ça, il n'avait jamais eu aucun problème. Quelle est la question qu'il faut poser? Est-ce qu'il a pris des médicaments? Exactement. On a beaucoup de prescriptions encore d'Imodium. Et l'Imodium, ça fait des pseudo-obstructions intestinales aiguës. Donc il avait raison sans avoir raison.
Mais enfin, de là à inventer des néologismes, oui, mais lui, il avait 7 ans, tu te rends compte? Mais je suis d'accord avec toi, c'est surtout chez les nourrissons. De toute façon, c'est contre-indiqué chez les nourrissons de moins de 36 mois. Mais après, il n'est pas écrit dans le Vidal qu'il ne faut pas l'utiliser. Moi, je pense qu'en pédiatrie, il faut vraiment éviter. Voilà, comme dans cet abdomen sans préparation. On peut pas. Là, c'était l'histoire. Et il a mal et il vomit tout et il a cet aspect-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Une hernie inguinale? Ouais. C'est quoi la question qu'il faut poser? C'est quoi le geste clinique qu'il faut faire? Palper les testicules, ça c'est une torsion sur un testicule ectopique. Regardez la situation. Pour une hernie, c'est haut. Hein. Et puis ça, c'est une histoire que j'ai pas vécue, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est une histoire qui a été contée lors du dernier groupe francophone la semaine dernière, qui a eu lieu à Marseille. Et c'est une collègue donc d'Evry qui a raconté cette histoire de cet enfant, un garçon de 14 ans, diarrhée, vomissement, douleurs abdominales. Il a des paramètres vitaux à l'arrivée qui sont tout à fait acceptables, mais il a très très mal. EVA 8 sur 10. 6 vomissements alimentaires, 3 selles non glérosanglantes et des douleurs abdominales qui sont un peu soulagées par du paracétamol, mais une douleur en barre au niveau ombilical, très très importante. Et donc, on l'examine, on lui fait un bilan qui est normal, et l'abdomen essouffle, pas de défense, l'absence de masse, bruit hydroaérique perçu, et quand on va faire un examen complet, on veut regarder le derrière et le devant, le garçon refuse. Et il est écrit aux urgences que quand il y a un refus d'examiner les parties génitales chez les garçons et chez les filles, il faut évidemment obtempérer et ne rien faire. Et donc, le reste de l'examen est sans particularité. Et donc, on dit, ça doit être une gastro-entérite. Il a vomissement, douleur, on lui donne jus de pomme, turfan, et on dit, revenez s'il y a des soucis. Et cet enfant, il est revenu 36 heures plus tard pour une nécrose testiculaire. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle m'a marqué. Parce que là, les parents sont en train de porter plainte. Posons-nous la question. Je n'ai pas la réponse. Hein. L'enfant refusé. Est-ce que on insiste? Est-ce que oui, oui, mais de toute façon, cet enfant, il a mal. Quand on a n'importe quelle douleur fonctionnelle, on marche comme ça. Hein. Hein, avec qui est en abduction. Alors écoute, je te regarde dans les yeux, mais si tu me dis que tu fais un diagnostic de nécrose du torsion testiculaire en regardant marcher les gens, et honnêtement, respect. Non, respect, respect. Moi, je ne suis que gastro-entérologue, hein, c'est sûr. Hein. Mais tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Alors, je te remets dans le contexte. Je te remets dans le contexte. Il y a 40 personnes qui sont là, qui te regardent, qui t'examinent, tu machin. Il faut que tu vois un peu comment ça se passe. Là, on est tranquille, c'est le dimanche matin, on est assis dans des fauteuils. Mais tu as raison, c'est intéressant de se poser la question. Et effectivement, ouais,
C'est vrai, les appendicites, ils marchent aussi avec un psoïtis, en traînant un peu. Oui. Oui. Vas-y, montre-nous. Ne te casse pas la figure, hein. Je suis pas orthopédiste, hein. Il a raison. Belle démonstration. Non, mais c'est intéressant parce que vous êtes en train de mettre en évidence l'importance de la clinique. Mais l'importance de la clinique, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens dans une médecine qui est actuellement une médecine, et je pense qu'au Maroc c'est comme en France, hein, on est dans une médecine, on est dans le symptôme et on est véritablement à essayer de déblayer les situations. C'est pour ça qu'on fait ces cas cliniques. Je rappelle que je vous ai mis que des cas cliniques qui m'ont posé problème, hein, je vous dis pas. Et donc c'était intéressant qu'ensemble on échange sur, et merci sur la marche, et merci sur la marche de l'appendicite. Et en tout cas, c'est une situation qui était bien d'écrire ensemble. Chez vous, il n'y a pas d'interdit d'examiner. Quand le docteur il dit tu baisses la culotte, tu baisses la culotte. Excellent, excellent. Mais c'est vrai que pour les plus anciens d'entre nous, on a connu des examens cliniques qui ne se faisaient que quand la mère déshabillait complètement l'enfant, hein. Et on examinait tous les enfants nus, et c'est plus le cas maintenant. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans les publications récentes françaises, il parle hein, véritablement de quelque chose qui est de l'ordre de l'agression et de l'agression psychique et du harcèlement des médecins qui juste veulent examiner les enfants tout nus, hein. Donc c'est intéressant de se poser des questions et en tout cas j'ai beaucoup appris sur les différentes marches et je vous en remercie. De toute façon, c'est toujours des échanges qui sont extrêmement intéressants. Donc là, vous avez fait, là c'est le père, il n'a pas mis les gants, tout de suite il m'a montré, donc là il n'y a pas besoin de savoir si vous regardez ou pas. Et il m'a dit, il y a un bout de peau chez ma fille là, est-ce qu'on peut l'enlever parce que ça me gêne? Je dis, ben, si ça vous gêne vous, ça me gêne moins que si ça la gêne elle. Et donc ça, on fait un diagnostic quand il y a des lésions comme ça anales. Alors je me suis permis, mais on est entre nous, hein, Monsieur le Président, vous me laissez tout le crédit de la diapositive qui suit. C'est juste pour que le modérateur se sente un peu impliqué, parce que vous savez que chez nous, c'est les Pâques chrétiennes. Et donc, on mange beaucoup de chocolat. Ça peut vous faire rire ou pas, peu importe. Moi, j'ai trouvé ça cocasse. Toujours est-il que chez ces enfants-là, qui ont des bouts de peau comme ça, dans la majorité des cas, c'est des capuchons surfissuraires. Et la question qu'il faut poser à ses parents, c'est est-ce qu'il a fait des fissures anales? Est-ce que cet enfant a été constipé? Est-ce que cet enfant a déjà eu du sang dans les selles? Si ça n'est pas le cas, il faut connaître l'entité afin d'éviter des attitudes inadaptées qu'on appelle la protrusion pyramidale antérieure. Ce sont des lésions qui surviennent souvent chez la fille, plutôt chez le nourrisson en période prépubertaire, parce qu'il y a une situation de décharge hormonale qui est à l'origine de cette excroissance cutanée qui va comment dirais-je, s'amender généralement en quelques mois, quelques années. Donc,
C'est quoi la protrusion pyramidale antérieure? C'est une situation de lambeau cutané chez la jeune fille sans qu'il y ait de question ou de situation de fissure anale antérieure. Là, vous avez fait le diagnostic d'une anite, mais surtout d'un abcès. Et donc, on est devant un abcès de la marge anale chez l'enfant. Qui dit abcès dit fistule. Vous en voyez ici. Ça, c'est extrêmement fréquent. Tout le monde en a vu. Hein. D'accord? Donc, abcès de la marge anale. Donc, abcès de la marge anale. Alors, sur des abcès comme ça de la marge anale, qui sont souvent indolores, qui sont donc toujours associés à une fistule anale. Donc, c'est quoi la question qu'on pose aux parents pour se rassurer? Très bien. Donc effectivement, ce sont ce qu'on appelle souvent des fistula in anno, c'est-à-dire que là, vous avez les cryptes de Morgani, vous voyez la ligne de pectiné qui est juste, qui délimite la fin du canal anal. Ici, vous avez les sphincters, et vous voyez que suite à une fistule sur ces cryptes de Morgani, ça traverse la peau et ça donne des petites fistules. C'est une spécificité du nourrisson. Et donc, sur ces abcès de la marge anale, très bonne question à poser. Est-ce que c'est la première fois ou pas? Et est-ce que l'enfant grandit bien, grossit bien? Si c'est la première fois et que l'enfant grandit bien, grossit bien, on est le plus souvent dans une situation donc d'abcès périanal qu'on appelle donc fistula in anno. Et donc ça c'est complètement différent des fistules qui sont transsphinctériennes ou suprasphinctériennes qu'on voit chez le plus grand enfant. Donc il y a eu des analyses de la littérature qui ont été faites dans ces situations et les recommandations des sociétés savantes devant un premier épisode d'abcès de la marge anale du nourrisson, c'est douchette tiède sur la lésion, des antiseptiques, la bétadine est préférée à la chlorhexidine, les pommades antibiotiques n'ont pas de rôle, et il faut mettre une antibiothérapie de 10 jours par amox acide clavulanique, si possible en 3 prises. Avec ce protocole, il faut savoir que dans plus de 1 tiers des cas, dans plus de 2 tiers des cas, on arrive à une rémission. Si jamais il y a une rechute, on peut être amené à refaire une deuxième cure d'antibiotiques. Et c'est simplement s'il y a un échec de la deuxième rechute, ou si on est dans une situation d'un enfant qui grandit bien, qui grossit pas bien, qui a un contexte un peu particulier, où on recherche un déficit immunitaire qui peut débuter comme ça. Et si jamais il n'y a pas de déficit immunitaire et que c'est récidivant malgré l'antibiothérapie, on peut être amené à proposer de la chirurgie qui doit être faite que dans moins de 5% des cas. Ça, c'est le nourrisson. Parce que si vous êtes chez un grand enfant, toute fistule chez le grand enfant, c'est une maladie de Crohn jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, vous l'adressez à votre gastropédiatre hospitalier référent. Si vous avez non pas un abcès de la marge anale, mais un abcès de la fesse, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Un abcès de la fesse récurrent malgré les cures d'antibiotiques chez des enfants pubères. Quel est le diagnostic que vous évoquez? Là, il y en a plusieurs. Exactement. Donc, il faut savoir faire ce diagnostic d'hydradénite suppurative ou maladie de Verneuil qui n'a pas le même traitement que des abcès simples de la fesse. Donc ça, c'est que chez des enfants qui sont pubères puisque c'est une éversion du poil. Et je finirai pour être juste à l'heure avec cet enfant, 4 mois,
diarrhée fébrile depuis 3 jours, il n'a pas de déshydratation clinique, et puis devant la persistance des signes, on lui fait un bilan, et en lui faisant le bilan, on trouve que cette gastro-entérite est inflammatoire, que il y a une toute petite perturbation du bilan hépatique, et là, l'interne, qui a fait le bilan que je ne lui avais pas demandé de faire, mais bon, il a fait. Et il me pose la question, lui, et il me dit, mais est-ce que c'est normal dans une gastro-entérite d'avoir un décalage des transaminases? Je lui dis, oui, c'est publié. Le message que je vous livre, évidemment, n'est pas de faire un dosage de transaminase dans les gastro-entérites. Hein. Et si jamais vous en avez un, ne soyez pas surpris, puisque dans 10 à 35% des cas, sur des gastro-entérites à rotavirus, si vous faites le bilan hépatique, vous verrez une petite perturbation des transaminases. Et il me dit, ah, super, etc. Et il me dit, bah, c'est normal que tu sais répondre à toutes ces questions, parce que toi, tu as publié sur le sujet. Je dis, bon. Il me dit, et alors? Je dis, ben, même si on fait une écho, je ne vous dis pas qu'il faut faire une écho abdominale chez les enfants qui ont une gastro-entérite aiguë. Hein. Mais si vous faites une écho chez les enfants qui ont une gastro-entérite aiguë, dans 60% des cas, vous avez une infiltration graisseuse, c'est-à-dire une stéatose hépatique inflammatoire qui est évidemment complètement temporaire et régressive, puisque après que la gastro-entérite est finie, il n'y a plus cette surcharge lipidique. Il me dit, ah, je lui dis, mais même plus, si on dosait l'amylase, qu'il ne faut pas doser, hein, on verrait encore des perturbations. Autrement dit, on voit très bien que la gastro-entérite, faut éviter de faire des examens, parce que sinon on trouve des choses. Et ça continue, et cet enfant, on lui fait une coproculture qui s'avère être négative, et puis il a de la fièvre qui continue à être présente. Puis comme l'enfant, il est pas bien, il n'est pas dans un bon contexte, etc., on lui fait une ponction lombaire. Là aussi, l'interne l'a fait sans me demander, et parce qu'il m'a dit, Marc, tu m'as expliqué, la ponction lombaire, quand tu y penses, il faut que tu prépares l'aiguille. Je lui dis, c'est vrai. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'y ai pensé, j'ai préparé l'aiguille, j'ai fait la ponction lombaire, voilà le résultat. Il y a 90 lymphocytes par millilitre, par millimètre cube, et il n'y a pas de contamination sanguine. Il me dit, c'est une méningite. Je lui dis, c'est une petite irritation méningée lymphocytaire, virale. Il me dit, ok, et je vais me coucher, et le lendemain, quand j'arrive, je vois que l'interne de garde a dit, bah, ça existe des méningites lymphocytaires qui sont d'origine bactérienne. Je lui ai mis des antibiotiques. Et comme on n'arrivait pas à le perfuser, je les ai mis en intramusculaire. Je dis, putain, le pauvre petit. Bon. Il me dit, mais c'est pas efficace. Je lui dis, ça tombe bien, de toute façon, il fallait pas le faire. Et il me dit, bon, et alors? Je lui dis, bah, je sais pas, on va le réexaminer, la clinique, hein, toujours. Et on réexamine l'enfant. Donc, il était arrivé la veille au matin. Et ça, c'est le lendemain, fin d'après-midi. Et là, vous voyez que cet enfant-là, il a une adénite, un adénoflegmon. Et là, je me suis dit, fièvre qui se prolonge, dans un contexte inflammatoire, chez un enfant un petit peu géniard, avec un adénoflegmon. Je me suis dit, faut que je me mette un petit peu à bosser. Et le diagnostic, il est apparu le lendemain. Alors, c'est pas le même enfant, c'est un autre. Mais évidemment, vous avez fait le diagnostic, bravo, avec une réactivation du BCG. Comme quoi, des fois, c'est bien de faire le BCG pour faire le diagnostic. Et donc, ce n'est que le surlendemain, alors qu'il avait déjà eu ses 5 jours de fièvre, qu'il a déclenché une éruption. Et donc, cet enfant, effectivement, avec un hydrocholécyste, je rappelle que dans le syndrome de Kawasaki, ils ont un hydrocholécyste, avec malheureusement un anévrisme des coronaires. Et donc, je ne pouvais, dans ce congrès joint entre la maladie, le syndrome de Kawasaki, panarabe et
l'APELIP, faire un lien entre les deux, puisqu'on a pu aller d'une session à une autre grâce à la superbe organisation de notre président. Eh bien, je voulais vous montrer que, évidemment, il y a des atteintes digestives dans le syndrome de Kawasaki et que devant un ictère fébrile, persistant, si vous voyez un hydrocholéciste, il faut y penser. Devant une diarrhée inflammatoire, surtout du nourrisson, il faut savoir y penser et que parfois c'est un diagnostic différentiel qu'il faut savoir faire. Autrement dit, sachons, entre guillemets, partager. Si vous avez d'autres questions, sachez qu'il existe un site et une plateforme entre les experts du groupe francophone de gastro et les personnels de santé qui s'appelle CrossDoc. Si jamais vous avez l'occasion et si vous voulez poser une question via cette plateforme CrossDoc, vous avez la réponse à votre question. C'est un canal qui est sécurisé, donc vous pouvez même envoyer des photos de patients, vous pouvez faire des vraies situations cliniques ou des situations d'ordre général, et vous avez dans les 3 à 4 jours, donc ce n'est pas pour les urgences, vous avez à la fois une réponse, un niveau de preuve, un grade de recommandation et surtout une bibliographie qui illustre la réponse de votre cas clinique. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant au quotidien pour vous. Je vous remercie de votre attention. Merci Marc, on a beaucoup appris et merci à tous ceux qui étaient là un dimanche matin.